Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de formation de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre du programme de renforcement des capacités en statistique et en modélisation énergétique. Alors on est ravis de tous vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de formation qui sera dédiée à la planification et la modélisation. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des enseignants-chercheurs avec qui on travaille, des partenaires, qui vont pouvoir vous présenter leur approche de la modélisation énergétique. Vous verrez qu'il y a beaucoup de principes dont on a déjà discuté ensemble et qui sont communs, mais Eddy et Gondia vont pouvoir vous présenter aussi des outils ou des approches peut-être un petit peu différentes de ce dont on a pu discuter, et en tout cas complémentaires à ce que l'on vous a exposé sur le fonctionnement du World Energy Model. Donc, pour les présenter en deux mots, et je vous laisserai Eddy et Gondia compléter. Eddy est enseignant-chercheur à l'école des mines ivoirien et qui a beaucoup travaillé sur la modélisation du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans le reste de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et Gondia est également chercheur à l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle et a beaucoup travaillé également sur la région d'Afrique de l'Ouest et sur d'autres géographies. Aujourd'hui, ils vont donc vous représenter un petit peu des principes généraux sur la modélisation et mettre l'accent sur des cas concrets, des illustrations, notamment en s'appuyant sur les données pour la RDC. Donc, cela va nous occuper 3 heures. Il y aura une pause au milieu de la matinée. Et je laisse Eddy et Gondia maître de la session et je vous passe la parole. Merci beaucoup et très bonne session de formation à tous. Merci Arnaud, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc, moi c'est Eddy Assoumou. Comme Arnaud l'a dit, je suis chercheur à l'École des mines de Paris et je travaille essentiellement sur l'optimisation des systèmes énergétiques sur le long terme. Donc, l'idée de cette session, c'est de partager avec vous un peu notre expérience de modélisation et qu'on a mené beaucoup pour la France, l'Europe, le monde et qu'on mène aujourd'hui de plus en plus avec Gondia pour les pays africains, avec cette volonté-là justement de favoriser le développement d'approches de ce type en Afrique. Donc on essaiera le plus possible d'ajuster notre présentation à vos besoins, et donc n'hésitez pas à interagir et à enrichir ces échanges. Voilà, je vais laisser à Gondia. Oui, merci Arnaud, merci Eddy. Bonjour à tous. Moi, c'est Gondia Seknansek. Comme l'a bien résumé Eddy, je travaille aussi je suis chercheur à l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle et IFPN. Je travaille principalement sur l'optimisation des systèmes énergétiques aussi, que ce soit au niveau France, Europe, monde et Afrique. Et donc, depuis un certain temps, on a commencé à travailler ensemble avec Eddy sur le développement de modèles pour la sous-région et surtout pour le continent africain. Donc, ce sera un plaisir de partager avec vous quelques méthodes de modélisation et quelques résultats qu'on a pu avoir lors de nos récentes analyses. Je te laisse la parole, Eddy. Donc, je vais commencer cette présentation. C'est bon pour tout le monde. Donc, je vais commencer cette présentation par une petite série de questions en utilisant la plateforme Menti, donc, que vous connaissez maintenant très bien, et qui va nous permettre de voir un peu où nous en sommes les uns et les autres. Et le code de la session, donc c'est 61 01 04 6. Et commencez déjà par essayer de voir votre familiarité avec les approches de modélisation, et ça va nous permettre aussi de mettre l'accent sur tel ou tel autre point au cours de notre présentation. Donc, si vous pouvez vous rendre sur le site, donc bientôt on va afficher. Donc, la première question, elle est vraiment celle de l'horizon de planification. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on travaille beaucoup sur
long, voire très long terme. Et la première question, c'est l'horizon de planification qui vous est le plus familier. Donc, vous pouvez avoir un horizon de planification qui s'étale sur à 5 ans, ou 10, 15 ans, 25, 30 ans, ou au-delà. D'accord. Donc la question qui est importante ici, elle est importante ici parce que cet horizon va permettre de calibrer et de choisir le type d'outils les plus appropriés pour chacune des périodes et pour chacun des horizons. Donc, je vois qu'il y a quelques études sur le moyen long terme ou sur le court terme pour l'instant. D'accord, donc on est sur un résultat qui est pour nous un peu différent de ce qu'on avait vu jusque-là, avec quand même pas mal d'études qui se préoccupent du long terme. C'est une information intéressante. On va encore prendre quelques retours et pouvoir passer à la suite de la présentation. Ok, je crois que j'ai peut-être un problème de micro. Je vais essayer de le régler. On t'entendait bien, Eddy. Oui? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Ok, j'ai eu un commentaire, une question qui disait qu'il y avait peut-être un problème de volume. Est-ce que c'est bon pour la personne qui avait un souci de volume? Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, ici, l'intérêt de cette question, c'est de voir qu'on n'a pas de préoccupations qui vont aller sur le très long terme, mais déjà un nombre assez important d'études qui vont être sur un horizon de plus de 10 ans, donc avec une majorité d'études sur le court terme, ce qui est ce qu'on a le plus souvent observé pour les pays africains, donc plutôt un horizon de 1-5 ans. Mais ici, c'est intéressant aussi de voir que l'horizon de 25-30 ans est aussi bien représenté. Donc, merci pour ce retour. Donc, à partir de cette première question sur l'horizon, on va maintenant s'intéresser un plus au type de questions d'intérêt sur cet horizon-là. Et pour essayer de comprendre un peu plus les besoins, ce serait de voir pour vous quels sont les 3 principaux enjeux énergétique si on devait se mettre à l'horizon 2050. Donc, par rapport à aujourd'hui, on est sur un horizon d'une trentaine d'années. Quels seraient les 3 principaux enjeux énergétiques? Et sous forme de nuages de mots, ce qui permettra de voir aussi les questions qui ressortent. Donc, la fiscalité, l'approvisionnement en eau. Donc, je suppose que c'est plus les barrages ou d'une façon l'énergie hydraulique, donc l'électrification, des aspects fiscaux.
D'accord. La cuisson propre aussi ressort. D'accord. Le point de l'approvisionnement en eau aura peut-être besoin de plus de précision plus tard, mais je le comprends ici comme la variabilité de l'approvisionnement en eau pour les centrales hydrauliques. Ce n'est peut-être pas le sens de ce qui est exprimé ici. Donc oui, la fiscalité, augmenter le taux d'accès à l'énergie en général, la cuisson propre, et permettre développement avec la libéralisation du secteur. D'accord. Donc, ce nuage de mots va justement permettre de voir que lorsqu'on va s'intéresser à un horizon, dès qu'on a choisi l'horizon, la diversité des questions qui vont être posées va être le second défi. Parce que toutes ces questions sont tout aussi importantes, urgentes et sont aussi des clés pour le développement économique et pour le développement humain. Et donc, ça va être important de préciser l'axe d'entrée pour cette étude. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de questions autour de l'accès à l'électricité, à l'électrification, à l'énergie solaire. Et l'électricité est aussi une énergie qui, aujourd'hui, pour l'ensemble des pays africains, l'accès à l'électricité, un enjeu qui apparaît et qui est un enjeu fort dans ce qui est exprimé. Donc, merci pour ces premiers retours. Donc on fera un retour aussi après sur l'ensemble de ces avis. Et donc là, l'idée, ce serait maintenant de se mettre dans la position d'une équipe chargée de faire cette planification de long terme et de commencer à prioriser les différents secteurs. Donc, on a choisi nos termes et le nuage de mots qui donne l'ensemble des directions qu'on pourrait suivre. Et là, la question, c'est de quel serait le secteur prioritaire. Donc là, on réduit le champ des possibles, satisfaire la demande électrique globale. Donc, se concentrer sur les zones rurales ou plutôt commencer par la cuisson propre et la gestion de la biomasse qui en République démocratique du Congo est une ressource importante, ou plutôt s'attaquer aux politiques de transport, gérer les congestions et tout ce qui est du domaine des hydrocarbures, et enfin l'énergie pour le développement industriel. Donc, ce troisième point là va nous servir à définir des priorités, à hiérarchiser un peu plus les différentes thématiques qu'on a évoquées un peu tout à l'heure et qu'on verra au cours de ces deux sessions. Alors, il y a peut-être besoin de rafraîchir. Alors oui, je crois qu'on a un souci
d'affichage des réponses. Donc, je vais essayer de rafraîchir. OK, merci. Donc, ce qu'on voit, c'est que, alors, l'accès à l'énergie en zone rurale, la cuisson propre. OK, je note. Et la demande électrique globale. Pour l'instant, sont les priorités les plus fortes, mais il y a encore des changements. Je propose qu'on prenne encore quelques inputs. Donc, sur la base des réponses qu'on a, on peut identifier deux aspects qui concordent aussi avec les questions précédentes qu'on a vues. C'est que l'électricité a vraiment, je dirais, cette place prépondérante dans les préoccupations pour les politiques énergétiques sur le moyen long terme. Et là, le point important, c'est surtout la demande électrique globale, donc, et le second, l'énergie pour le développement industriel. Alors ici, dans le groupe que nous formons aujourd'hui, on voit que l'accès à l'énergie en zone rurale va avoir beaucoup moins d'importance que la demande électrique globale. Et on essaiera notamment demain de montrer que cet aspect est important dans le choix du type d'approche et aussi important dans le choix du type je dirais, de base de données numériques sur lesquelles on va s'appuyer. Et enfin, on voit que les politiques de transport, pour aujourd'hui, en tout cas pour le groupe que nous formons, ne sont pas directement vues comme prioritaires. Et on va essayer de détailler ces différents points et de vous montrer aussi avec des exemples menés pour d'autres cas, ce qu'on peut faire aussi pour ces secteurs. Donc, merci pour ces retours. Donc, si je reviens donc à cette présentation et à ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. On va essayer, pendant ces deux sessions, nous allons essayer pendant ces deux sessions de voir un peu ce qu'est cette attitude prospective. Donc, dans cette première séance, on va d'abord partir de postures qui essaient de la rétrospective, détailler les modèles de prospective énergétique, qu'est-ce qu'on essaie de représenter. Donc, vous l'avez vu déjà un peu dans les autres sessions, mais on va essayer ici de décrire un peu plus deux types d'approches. Donc, la première, c'est une approche comptable. J'appelle ici une approche bottom-up simplifiée. Et ensuite, Gondia va nous présenter une modélisation un peu plus avancée, une modélisation systémique, donc pour un cas qui, ici, aujourd'hui, va être le cas du secteur des transports. Donc, on va pouvoir prendre une session de questions-réponses entre ces deux phases. Donc, déjà, pour voir autour de l'approche bottom-up simplifiée. Et dans un deuxième temps, une seconde phase d'échange autour de la modélisation systémique du transport. Donc, à l'issue de cette première séance, en fonction des questions et de ce qu'on reçoit comme retour, aussi, on passera donc, dans 2 jours à la séance 2, où on a prévu de vous présenter quelques exemples sur lesquels on a travaillé pour illustrer un peu plus les enjeux de modélisation systémique du secteur de la production électrique ou l'approfondissement aussi, l'extension de la perspective des modèles à d'autres questions. C'est ce qu'on propose pour ces deux séances. Et
pour aujourd'hui, donc je vais essayer de commencer par déjà ce premier positionnement de la démarche prospective, parce qu'on va parler beaucoup de méthodes numériques, de résultats, de modèles, mais c'est important pour nous et on souhaite préciser là au début qu'il y a un biais ou il y a une attitude face à l'action qui est inhérente au fait de mener un exercice prospectif. Et classiquement, ce sont des choses qui sont standards pour la définition de l'action face au futur. Classiquement, on distingue 4 types d'actions, 4 types d'attitudes. Donc, la première attitude, le premier positionnement du décideur face à l'action, ça peut être une attitude passive. Donc, une attitude passive, on peut l'entendre comme quelque chose de négatif, mais une attitude passive ici, c'est celle qui compte plutôt sur la résilience du système, qui attend que la difficulté passe et que les choses se développent à leur propre rythme. Donc, l'exemple que je prends au cours de ces sessions, c'est celle qui tourne plus autour de la crise sanitaire que nous traversons tous. Ce serait celle d'attendre que l'immunité collective se fasse et de mettre en place des dispositifs de plus lors de la résilience. Donc, dans le domaine de l'énergie, on peut aussi avoir cette attitude passive pour la hausse des cours pétroliers, des produits pétroliers pour des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, ou la hausse du cours des énergies fossiles. Donc, cette attitude passive-là, elle va permettre de travailler plutôt la résilience du système. Alors, la deuxième attitude, elle est réactive. Et donc, le décideur réactif, c'est celui qui va mobiliser plus sa capacité d'action en cas de problème. Typiquement, ça va être, pour reprendre l'exemple de la crise sanitaire, ça va être décider de mesures très fortes, comme décider de mesures de confinement, décider de mesures coercitives fortes qui vont permettre de répondre de façon exceptionnelle aux problèmes, aux défis que le décideur a en face de lui. Et cette deuxième attitude a aussi cet aspect positif-là et elle compte plutôt sur la capacité de réaction du système de décision. Si je reprends un exemple lié à l'énergie, je dirais que ça peut être par rapport à une série de coupures d'électricité récurrentes. La décision réactive, elle peut être celle de nouer des groupes électrogènes sur une période très courte pour permettre de relancer le système ou d'organiser un système de rotation dans la déconnexion au réseau pour pouvoir permettre à la population, au système de se maintenir. Donc, on voit là que c'est quelque chose aussi qu'il faut valoriser comme capacité, mais qui va plutôt être l'attitude du pompier. C'est vraiment avoir la capacité de réagir de façon rapide et efficace face à un problème qui est posé. Alors, ces deux attitudes sont importantes pour des systèmes qui sont en croissance, pour des systèmes qui ont des grands enjeux de développement. Et par rapport à la première question qu'on a posée, qui était celle de l'horizon de prospective pertinent, on va voir que là, c'est plutôt des actions lors de 0 à 5 ans. Et c'est vraiment l'horizon important pour le décideur qui est devant une urgence sociétale et qui a besoin d'avoir ces qualités-là. Alors, lorsqu'on va passer aux deux prochaines attitudes, là, on va être dans quelque chose qui nous rapproche progressivement du long terme et de la prospective. Le décideur préactif, ça va être plutôt l'assureur qui va commencer à mettre en place des moyens de prévenir ou du moins d'atténuer l'effet de choc futur. Donc ici, pour prendre encore les deux cadres que j'ai choisis pour illustrer ces attitudes face à l'action, ici dans le cadre d'une crise sanitaire, le décideur préactif pourrait être celui qui prévoit déjà à partir des courbes de contamination ce qui pourrait se passer dans 2-3 semaines et qui commence à activer, par exemple,
déplacent dans les installations en infrastructure hospitalière afin d'être prêts au cas où le risque se matérialise. Donc, pour l'énergie, le décideur préactif, pour prendre l'exemple de nos cours du pétrole pour un pays qui n'est pas un pays producteur de pétrole, peut-être on pourrait le voir comme une sorte de réserve de production d'hydrocarbures, avoir des capacités de stockage, de façon à passer peut-être une semaine, 2 semaines, voire un mois en fonction de la stratégie adoptée de consommation à l'échelle du pays. Donc là, on est dans une attitude créative qui prend en compte le futur d'une certaine manière et qui anticipe avant l'arrivée de la crise. Enfin, la quatrième attitude face à l'action que je propose là est celle du décideur proactif. Et donc, l'exemple ici, c'est plutôt celui, alors, classiquement, on l'appelle celui du conspirateur, mais conspirateur dans le sens de le décideur qui fait en sorte que la situation future corresponde à sa vision. Donc, le proactif ici va être celui, par exemple, dans le cadre sanitaire, qui va développer un dispositif de vaccin et qui va essayer dans ce nouveau contexte de tirer son épingle du jeu ou de l'orienter vers la solution qui est la meilleure pour lui. Donc, dans le domaine de l'énergie, cette action proactive, elle va plutôt se concentrer sur le long, voire très long terme. Et on va retrouver ici, par exemple, des dispositifs de développement de réseaux, des dispositifs de développement de l'emploi liés par exemple aux énergies renouvelables, mais plutôt sur le long terme, parce qu'en amont de la construction massive d'un plan de déploiement d'énergie renouvelable, il faut avoir tout un dispositif de formation et donc qui implique aussi bien les universités que les acteurs du monde industriel. Donc, au centre de ce qu'on va appeler la démarche prospective, il y a une attitude face à l'action. On prend le temps de le préciser parce qu'en général, le décideur proactif va avoir tendance à minimiser l'importance de la réactivité et qui est cruciale dans l'opération quotidienne du système. Et le décideur réactif peut avoir tendance à considérer l'action proactive comme quelque chose de déjà naissant, de lointain et de non appliqué. Donc, l'enjeu pour nous, c'est en mettant en évidence ces différentes actions, de pouvoir profiter des capacités de chacun des départements, je dirais, de chacune des équipes et des personnes même à l'intérieur d'une équipe pour pouvoir avoir un système énergétique qui arrive à faire face à ces enjeux aussi bien de court terme que de long terme. Alors, autour de ces attitudes face à l'action, vous trouvez sur la gauche donc, les leçons du passé et sur la droite les potentialités de l'avenir. Alors, quand on parle de leçons du passé, c'est ce qu'on appelle ici l'attitude rétrospective. Pourquoi? Parce que le passé, c'est le domaine de ce qu'on peut connaître. C'est des expériences passées, la connaissance du système. Et dans le passé, on peut retirer 3 choses. On peut retirer d'abord les catastrophes donc, qui vont susciter des craintes, qui vont permettre de déclencher cette capacité à être réactif. C'est le seuil au-delà duquel on a alerte. Donc, les craintes, ça peut être les craintes de rupture d'approvisionnement passé, le nombre de coupures, le nombre d'événements critiques pour le système. Et ces leçons du passé vont influencer cette attitude face à l'action. Mais pour nous aujourd'hui, on va aussi mettre plutôt en avant le fait que le passé contient des variables clés, comme c'est l'observable. Pouvoir regarder cet observable va permettre de déterminer des variables clés. Et dans le cadre de ces formations statistiques, justement, vous allez être amené à construire ces variables clés et c'est aussi en même temps les moyens d'observation du passé. Donc, c'est
vraiment un travail de base, de l'énonciation de ces variables clés elles-mêmes. Il est important ici de préciser que les tendances vont définir les relations entre ces variables clés. Est-ce qu'on a une tendance entre l'urbanisation et la consommation d'énergie? Quelles sont les corrélations qu'on peut établir à partir de cette analyse statistique? Donc, ces leçons du passé vont alimenter cette attitude face à l'action, mais dans la prospective, elle va être résolument orientée vers l'exploration du futur. Donc, c'est ce qui nous amène sur le dernier point, qui est les potentialités de l'avenir. Donc, un futur en prospective est différent de la prévision. Donc, la prévision, quelque part, essaie de deviner le monde qui sera demain. Donc, quand on est dans la prévision, on cherche l'issue la plus certaine. Alors, en prospective, on va être plutôt sur 4 types de scénarios, globalement. On va voir les scénarios du possible. Donc, les scénarios du possible vont être ce qu'on pense possible dans une attitude plutôt... je commencerai d'abord par le second, les scénarios du probable. Donc, le scénario le plus probable, c'est celui qui va être notre vision centrale. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que vous pensez pour la République démocratique du Congo à 2030, 2050. Et donc, c'est un peu cet exercice qu'on a essayé de faire, de prioriser les différents secteurs. Et autour de ce scénario probable, on va avoir d'autres scénarios possibles qu'on juge moins probables, mais qu'il faut quand même considérer parce que le futur, justement, a cette part d'inconnu et l'attitude prospective doit permettre de l'évaluer. Il y a 2 scénarios qui peuvent polariser l'attention, c'est les 2 suivants. Donc, le premier, c'est le scénario du désirable, c'est projeter un futur idéal, et l'inverse, le scénario de l'inacceptable. Il est important de poser ces 4 scénarios et au moins de se forcer à avoir un scénario désirable, un scénario inacceptable. Ça permet aux décideurs de justement déployer sa capacité d'action. Donc, l'ensemble de un peu de ces rappels et de ce qu'on essaie de dire là, c'est que dans le groupe que nous formons aujourd'hui et probablement dans les groupes que vous formez, il y a ces différents types d'attitudes et expliciter les motifs qui, des fois, dans l'action, ne sont pas forcément évidents, permet de ne pas faire uniquement ce qui nous est le plus naturel, entre guillemets. Si un décideur qui est plutôt sur un scénario du désirable dans une vision proactive, il risque de ne pas voir, par exemple, que le scénario de l'inacceptable peut être celui qui est d'abord à hésiter en fonction de la situation de son système. Donc, pour cela, voilà, il y a cette phrase de l'un des penseurs de cette attitude face à l'action, qui est ce lien entre le fait que l'avenir est un domaine d'incertitude pour certains et en même temps un domaine de liberté et d'action pour d'autres, et que c'est le lien de ces deux-là qui permet d'avoir une décision. Alors, je vois que nous avons quelques questions et je vais essayer de... Alors, je propose peut-être qu'on avance, sauf si vous pouvez mettre les questions dans le Q&A et nous essaierons d'y répondre soit directement ou au fil de la présentation ou au moment des questions-réponses à la fin. Donc, pour essayer de mener cette attitude rétrospective et mettre en pratique ce que nous avons illustré. Alors, excusez-moi, je vérifie. Ah, non, pour l'instant, non.
nous avons essayé de voir un peu sur une vingtaine d'années les statistiques de consommation finale d'énergie de la République démocratique du Congo. Et si on se met en 2000, alors l'image qu'on voit en termes de consommation énergétique finale est celle-là. Donc à partir de ce site de l'Agence internationale de l'énergie que vous avez parcouru, c'est la place prépondérante de la biomasse. Et en termes numériques, c'est plus de 90% de la consommation finale et une part relativement plus faible des produits pétroliers et de la production électrique. Donc des niveaux comparables pour ces deux ressources. Donc, dans la hiérarchisation des priorités, comme on l'a vu tout à l'heure, on a évoqué la cuisson propre éventuellement, mais elle n'était pas, par exemple, le point le plus prioritaire, peut-être parce que la ressource est abondante et c'est un point sur lequel il n'y a peut-être pas d'enjeu de court terme, même si cette ressource est abondante. Par contre, sur les autres ressources, pour comparaison, pour la moyenne en Afrique, la part de l'électricité va être de 10% de la consommation finale. Et si on regarde plutôt du côté des secteurs, cette part prépondérante de la biomasse va se traduire par une part importante pour le secteur résidentiel, donc ici plutôt pour le secteur résidentiel, et une part beaucoup plus faible pour le secteur des transports qui va être de moins de 2%. Donc ce que nous avons fait, c'est de partir de cette image et d'essayer de la déployer tous les 5 ans sur l'horizon. Et ce qu'on peut voir en 2005, c'est qu'on reste sur des ordres de grandeur comparables, avec à peu près 95% de biomasse et surtout une part du transport qui croît légèrement aussi dans le temps, donc avec un quasi-doublement sur l'ensemble de la période. Donc le transport qui reste autour de 2 à 3% de la consommation d'énergie finale des secteurs, jusqu'en 2015 où on voit quelques changements dans les séries et donc on a essayé de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Alors, on a d'abord une croissance rapide des produits pétroliers qui va permettre là ici de réduire la part de la biomasse, même si elle reste toujours dominante dans le système. Deux choses qu'on constate aussi pour cette année 2015, sur l'horizon qu'on parcourt là, pour cette analyse rétrospective, c'est que la plus grande partie de la consommation d'électricité va être dédiée à l'industrie. Donc on a vu dans les problématiques qui étaient formulées au départ le rôle que pouvait avoir l'énergie pour le développement industriel. Et ici, on va voir que ça va être important de garder cet élément qui est spécifique, je pense, dans les exemples que nous avons traités à la République démocratique du Congo et qui montre aussi peut-être pourquoi l'électrification rurale paraissait un peu moins centrale dans le petit sondage que nous avons effectué aujourd'hui. Donc, ce que nous avons constaté aussi, c'est que ces statistiques montrent une baisse forte de la demande d'énergie dans l'industrie. Donc, dans cette série, justement, quand on fait cette analyse rétrospective pour essayer de voir les tendances, nous n'avons pas trouvé d'explication, mais justement, ça peut être des points de vigilance ou de discussion pour essayer de comprendre la source de cette baisse. Est-ce que c'est lié à l'activité économique ou à des mesures, à d'autres types de mesures. Enfin, cette baisse aussi, elle pointe vers une autre difficulté qui va permettre de montrer l'importance de ce travail de statistique pour comprendre le système. C'est que lorsqu'on compare toutes les données que nous avons jusqu'à 2015 à ce qui est observé pour 2018, le point le plus marquant est qu'on a cette rupture de série et que vous pouvez voir ici en 2015 et 2018 et qui conduit à une baisse notable de la consommation d'énergie finale qui revient au niveau quasiment au niveau de 2010.
Alors, cette baisse, on l'a constatée aussi dans d'autres sources, dans la source des Nations Unies, donc d'autres sources de données statistiques, où elle est même plus forte à l'horizon 2018. Donc, on attire votre attention ici sur ce point parce que justement, ce type de problème peut réduire la capacité à utiliser cette posture rétrospective pour identifier les tendances. Il ne faudrait pas, par exemple, surinterpréter cette baisse et prolonger cet effet sur le long terme avant une analyse plus approfondie. Et en même temps, elle peut être liée à des changements de méthode statistique, surtout qu'ici, on voit que elle va variable difficile à obtenir et toute la quantité aussi qui correspond à la biomasse non industrielle, on va dire des structures, des filières informelles, va aussi être impactante. Donc, on voit que cette erreur qui peut être faite sur la biomasse est de nature à est quasiment du même ordre ou plus que la consommation d'électricité et de produits pétroliers. Donc là, il y a un enjeu statistique fort. Donc les deux graphiques qui sont là illustrent aussi un peu plus cet aspect. Donc ce qu'on peut voir en 2015 et 2018, c'est que le plus grand changement est le fait que la part de la biomasse dans l'industrie a été drastiquement réduite. Et donc, nous n'avons pas d'explication pour cela, mais ça fait partie des tendances fortes à vérifier et dans les deux sources de données statistiques que nous avons consultées. Et enfin, si on regarde même les combustibles ou les sources d'énergie hors biomasse, donc ce qui est proposé par ce deuxième graphique, on voit que là, on a aussi une rupture statistique de ces statistiques dans la consommation des produits pétroliers en 2015 et 2018. Est-ce qu'il s'agit de corrections statistiques ou pas? Donc, ce sont des éléments donc, à prendre en compte lorsqu'on va projeter sur le long terme ou vouloir faire des analyses économétriques ou statistiques. L'enjeu pour les pays africains, pour nous, c'est d'avoir des séries longues, robustes, avec un périmètre qui ne varie pas trop. Et on observe la même chose pour l'électricité qui, suivant ces deux sources de données, va avoir une croissance très forte ou pas en 2015 et 2018. Donc ici, on pourrait supposer que cette valeur 2018 est peut-être surestimée, mais voilà, la cohérence de ces données, cette étude rétrospective permet en tout cas de vérifier cet enjeu et de mettre en évidence l'enjeu de ces séries statistiques. Donc, si je fais un bilan sur cette approche rétrospective et comment elle va nourrir notre réflexion prospective et nous amener à considérer l'intérêt des modèles, donc, il y a le point sur lequel je viens d'insister, qui est celui des séries statistiques, le rôle de la biomasse et un élément important qui est que l'industrie est le premier secteur utilisateur d'électricité en République démocratique du Congo. Au-delà de ces enseignements… Excuse-moi, Eddy. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des participants qui n'arrivent pas à bien t'entendre. Pourrais-tu te retester quelques secondes avec eux rapidement? Oui, ok. Parce qu'on a des messages dans le groupe disant qu'ils n'arrivent pas à bien t'entendre. Bon, nous, on t'entend bien, mais peut-être que c'est de leur côté au niveau réseau. Ok. Si tu peux juste checker. Merci. Ça marche. Est-ce que je vais voir ça. Je vais voir le volume sonore. Alors, je vais arrêter le partage pour régler
question. Est-ce que c'est mieux? Alors, je pense qu'ils vont répondre Oui, rapidement dans le chat pour qu'on oui. puisse continuer. Parce qu'ils disent qu'ils m'entendent très bien, mais ils n'arrivent pas à bien t'entendre. Pourtant, j'arrive à bien t'entendre aussi, mais peut-être qu'il faudrait... On va attendre qu'ils nous... Pouvez-vous nous confirmer rapidement sur le chat si vous entendez bien ce que Eddy dit? C'est bon, Eddy, tu peux continuer. C'est bon pour Oui, toutes les personnes? OK, on vient de super. dire ça. Merci. Merci à vous et désolé pour ce problème technique. Alors, donc, je repartage donc, mon écran pour ces enjeux de rétrospective. Et si on se projette sur le futur, donc pour caractériser un peu nos scénarios possibles, probables et inadmissibles et désirables. Donc, les enjeux futurs qu'on peut identifier, c'est la croissance démographique soutenue, donc de 47 millions en 2000 à autour de 87 millions aujourd'hui. Et suivant les projections des Nations Unies, on pourrait arriver dans le scénario central à 120 millions de personnes en 2030 et 194 millions en 2050. Donc, on voit que, quelle que soit la taille des problèmes actuels, ils seront quelque part magnifiés par cet enjeu de croissance forte de la population. Alors, le deuxième point qui est aussi important, c'est le faible niveau d'accès aux combustibles modernes et à l'électricité en particulier. Donc, ce qui était visible dans la part des produits pétroliers et de l'électricité. Et donc, le même enjeu de connaissances statistiques des filières biomasse et en particulier celles qui sont non industrielles. Donc, c'est un peu dans ce contexte de départ complexe que les modèles vont s'insérer. Donc, les modèles on insiste là-dessus, ne peuvent pas se substituer aux décideurs, mais ils vont être ici comme des outils pour structurer les données disponibles, identifier les données manquantes et donc être utiles pour décider de mener des études statistiques plus spécifiques et permettre de faire varier les paramètres les plus incertains. Donc, c'est ce qu'on va essayer, c'est ce qu'on essaie vraiment de passer comme message, c'est que le travail sur les données statistiques peut conduire à une meilleure modélisation et commencer aussi à construire des modèles peut permettre d'identifier les domaines sur lesquels il faudrait mettre l'accent dans la récolte de données et c'est un processus itératif et qui engage aussi le long terme en termes de construction de capacités. Donc, pour se projeter sur ce moyen long terme, je suis juste allé chercher les données des contributions proposées au titre des contributions nationales pour la République démocratique du Congo. Et ces deux graphiques montrent un peu les enjeux. Donc, celui de gauche montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre à partir de cette source, et celui de droite, un peu les enjeux économiques. Donc, lorsqu'on regarde la construction d'un graphique de ce type, on a un axe des temps et un axe des quantités émises, avec un premier scénario, donc qui va être un scénario sans mesure, et l'enjeu, c'est ici, par exemple, pour cet objectif de 17% à l'horizon 2030, d'identifier un ensemble de mesures qui permettraient d'infléchir cette trajectoire. Donc, on va ici avoir, par exemple, un futur désirable et ici un futur probable ou possible. Donc,
L'élément important ici, c'est que dans le cas de la République démocratique du Congo, on a une grande partie des actions qui va être plutôt orientée sur le secteur de la forêt ou de l'utilisation de la biomasse, ce qui est cohérent avec ce que nous avons vu initialement. En termes de répartition de coûts d'abattement, donc dans cette étude plutôt de 2016 qui est en cours de révision de ce que j'ai cru voir, on a dans le domaine de l'énergie l'hydroélectricité, donc ce qui est cohérent aussi avec les premiers échanges que nous avons eus, le premier sondage, et aussi l'amélioration des transports urbains, avec un coût qui est du même ordre de grandeur, à peu près 2 milliards de dollars pour l'hydroélectricité et 1,6 milliard de dollars pour les transports. Donc, ces deux secteurs qui aujourd'hui ne constituent pas la plus grande partie de la consommation d'énergie finale sont aussi des secteurs en jeu pour pouvoir mobiliser ces financements et pour pouvoir les attribuer aux mesures les plus pertinentes d'un point de vue coût-efficacité. Donc, les foyers améliorés ici ont aujourd'hui une part très faible dans les mesures d'abattement. Et de même, le secteur de l'agriculture, par contre, va concentrer une part très forte dans ces mesures d'abattement des secteurs hors énergie. Donc, une des spécificités ici qu'on voit et qu'on ne retrouve pas ailleurs est le poids justement de ce qui peut être fait pour les forêts et aussi pour l'agriculture. Alors, je vois qu'il y a des messages, je ne sais pas s'ils sont liés toujours à cette question. Désolé encore, je pense qu'on a toujours un problème de son pour certains partenaires. Est-ce que vous arrivez à entendre mieux? Monsieur Mukendi, est-ce que... Alors, je propose de régler encore ce problème. Si... Ok, ben je vais continuer pour l'instant. Et d'accord. Donc, le premier point ici que je voulais mettre en avant, c'est celui de cette vision rétrospective et des enjeux que nous avons pu identifier pour la République démocratique du Congo et qui va justifier le besoin de modèles pour le long terme. Donc, si on regarde maintenant ce que nous allons faire, c'est un modèle de prospective énergétique. Ça va être le deuxième point de cette introduction. Un modèle de prospective énergétique va essayer de mettre en cohérence ces différentes dimensions, donc l'existant, les possibilités du futur et l'information aux décideurs. Et je vous proposerai donc de retourner sur le sondage Menti pour qu'on voit maintenant comment notre groupe se positionne cette fois-ci au-delà des thématiques, se positionne en termes de pratique des outils de modélisation et d'analyse prospective. Donc, vous pouvez retourner donc, sur le Menti avec toujours le code pour la... Donc, la première question, elle concerne l'usage des modèles de planification. Avez-vous déjà utilisé des modèles de planification? Non. Ça me permet peut-être de passer rapidement sur certains aspects si c'est une pratique.
Donc, pour l'instant, la plupart des participants a peu utilisé des modèles de planification. Donc, on a 2 participants qui en ont d'expérience. Donc, j'essaierai de bien détailler justement les différences et les apports de ces modèles. Donc, quelques participants ont aussi utilisé des résultats de modèles de planification. Donc, après avoir pris une vingtaine de réponses, on pourra passer à la suite. Donc, on propose là de voir maintenant quel type de modèle de planification est-ce que vous avez utilisé pour ceux qui l'ont utilisé. Donc, la plupart des participants n'avaient pas d'expérience forte d'utilisation de ces modèles, mais plus les noms des modèles et les noms des modèles que vous avez utilisés. Pendant ce temps, je vais essayer d'améliorer. Donc, pour ceux qui ont utilisé des modèles de planification, est-ce que c'était des modèles maison? Ok, le modèle MEDPRO, modèle LEAP et un modèle que je ne connais pas, le modèle Optigen. D'accord. Donc, MEDPRO et LEAP sont 2 types similaires de modèles de planification. Et je détaillerai un peu leur positionnement par rapport aux autres types d'approches. D'accord. Donc, merci pour ce retour sur les types de modèles. Donc, MEDPRO et LEAP vont faire partie d'une classe de modèles qu'on va appeler des modèles de simulation. Et on va justement essayer de montrer la différence qu'on a entre des modèles de simulation et des approches plus avancées qui vont être des modèles d'optimisation. Donc, pour continuer cette présentation, pourquoi on parle beaucoup de modèles? Parce que les modèles vont aujourd'hui être un peu au cœur du débat et il y a une prolifération assez forte du nombre de modèles, du nombre de scénarios. Et si on prend justement comme exemple le rapport à R5, donc ce qui sera la même chose pour le rapport à R6 qui est en cours d'élaboration, ce rapport s'est basé sur une trentaine de modèles et a fait une utilisation extensive de scénarios avec à peu près 1000 scénarios. Donc, ces 1000 scénarios vont dessiner justement les contours du futur possible. Et ces 2 graphiques qui sont souvent repris montrent l'évolution historique des émissions de CO2 associées à la combustion
avec des trajectoires qui sont une trajectoire donc, insoutenable, l'inacceptable ici, qui irait vers une hausse très forte, une trajectoire qui serait plutôt le futur désirable, qui conduit quelque part vers une neutralité carbone vers 2070, et deux trajectoires qui peuvent être entre une trajectoire possible et une trajectoire probable, qui sont au milieu qui encadrent, qui sont dans l'espace encadré par ces deux trajectoires extrêmes. Donc, ici, ce sont des scénarios qui sont établis à l'échelle mondiale. Donc, on prend le système énergétique mondial et on essaye de trouver une trajectoire cohérente. Ce qui est important, c'est de voir donc la dispersion, et c'est cette dispersion que les modèles vont permettre d'explorer. Quels efforts faire dans quel secteur. Ensuite, si on prend le second point qui est celui de la distinction en type de pays, le second graphique, donc le graphique de droite ici montre la différence de perception entre les pays développés et les pays hors OCDE. Donc cette distinction va être aussi à la base des fois de l'incompréhension entre d'abord le développement ou d'abord les enjeux climatiques. Donc, comment est-ce que ces scénarios sont faits? Comment est-ce que ces 1000 scénarios sont construits? Ce qui est important ici de préciser, c'est que les scénarios doivent d'abord s'inscrire dans un processus d'évaluation plus large. Donc, l'idée n'est pas de mettre le modèle en avant uniquement, mais de comprendre que ici, dans le cadre du rapport AR5 de l'IPCC, on va avoir au départ une formulation des futurs possibles. Et donc, c'est plutôt des approches de type storytelling. Quels sont l'horizon de long terme? Et cet horizon, il va être caractérisé par quel type d'économie, quel type de mode de vie. Il va être caractérisé par le type de technologie, les ressources. Et en fonction de différents éléments, comme on l'a vu, la population, le taux d'urbanisation et l'économie, on va avoir des hypothèses qui vont être, permettre de définir un scénario de base et des scénarios alternatifs. Donc, l'ensemble de ce processus, donc un peu plus qualitatif ici, de quantification à partir des paramètres estimés dans le passé, va permettre de constituer une base de connaissances. Donc, cette illustration-là vient d'un document qui décrit le processus justement établi par l'IPCC pour la construction de ces trajectoires partagées sur le long terme. Donc, si je détaille un peu plus ce que ces modèles nous disent aujourd'hui, on a 5 grandes trajectoires socio-économiques qui vont, ici, sur cet axe, avoir un niveau, une pertinence en termes de challenge pour l'adaptation et ici, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on regarde schématiquement ce que ces trajectoires nous disent, c'est que certaines trajectoires vont avoir des impacts ou des enjeux très forts pour l'adaptation. C'est notamment le cas de la trajectoire SSP4 qui dit que dans un monde beaucoup plus inégal, qui est plutôt orienté vers les élites et où la richesse économique est moins bien répartie, on aura plutôt un challenge plus fort pour l'adaptation et ou avec des rivalités régionales, alors que dans un monde beaucoup plus coopératif, on aura plutôt un impact moins fort pour l'adaptation. L'adaptation sera quelque chose de plus facile à mettre en place. Parallèlement, dans ce monde aussi, si on part sur un développement qui est basé sur les énergies fossiles, donc on peut avoir des challenges moins forts pour l'adaptation, mais toujours un challenge plus élevé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, à partir de ces trajectoires, c'est de les intégrer dans un modèle qui va lui être une version simplifiée du système réel et en sortir de ce modèle d'avoir des bilans énergétiques, des choix d'investissement, un impact ou des coûts. Donc nous, on va se situer ici, à l'interface de
ces deux systèmes et comme source de connaissances pour le décideur. Donc, si je regarde un peu plus précisément pourquoi les raisons qui nous amènent à penser que on est sur un enjeu pour l'Afrique, c'est que si on regarde les données utilisées pour l'AR5, ici, je fais un zoom sur les résultats pour la zone Moyen-Orient et Afrique. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est la part des différentes sources d'énergie sur ce graphique dans l'approvisionnement primaire. Et sur celui-là, le graphique de droite, on peut voir l'évolution des émissions de CO2. Donc, pour ce qui est de l'évolution de l'énergie primaire, la plupart des scénarios de long terme montrent ici en assuré un rôle non négligeable de la capture et de la séquestration de CO2. Et donc, ça, c'est pour la zone Moyen-Orient et Afrique. Montre aussi une baisse des produits pétroliers et globalement une contribution du solaire et de l'éolien ici en jaune et en vert clair beaucoup plus importante que celle des produits pétroliers. Sur ce graphique, le premier constat qu'on peut faire, c'est que aujourd'hui, de ce que nous avons pu observer, les pays africains ne sont pas forcément dans cette optique. Pourquoi? Parce que le potentiel de capture et de séquestration n'est pas aujourd'hui exploré et aussi parce que pour des pays qui ont pour l'instant une consommation d'énergie faible, développer des moyens centralisés de capture et de séquestration pour la production d'électricité, par exemple, ne fait pas partie des priorités exprimées dans les NDC. Donc, on va avoir ce décalage qui va se traduire quelque part dans les discussions et dans les négociations autour des priorités pour chaque zone du monde. En termes d'émissions, l'ensemble des trajectoires montre aussi pour la zone Moyen-Orient et Afrique une limitation des émissions de CO2 et dans les scénarios les plus ambitieux, une baisse, voire un début de neutralité carbone vers 2040-2050. Ce qui, encore une fois, peut-être peut s'avérer très difficile à faire si on prend en compte l'évolution de l'accès à l'énergie et le challenge aussi de l'évolution démographique. Donc, c'est un peu ces éléments qui nous poussent à croire que développer ces capacités de modélisation en Afrique pourrait permettre d'intégrer ce débat avec plus de scénarios, de données et de cas pratiques qui reflètent mieux les réalités du continent. Donc, pour cela, je vais maintenant passer à une description des modèles. Je vais y passer un peu plus de temps et peut-être s'il y a un point qui n'est pas à l'issue de cette première présentation pour vérifier que pour l'ensemble des participants, cette étape est claire au vu de ce qui a été exprimé dans le sondage précédent. Donc, un modèle va typiquement essayer de réaliser cette chaîne causale simple. Donc, on part d'un besoin de service qui va générer une demande d'énergie qui, elle, va avoir comme impact des émissions. Et ces émissions donc, physiques de particules vont avoir des impacts environnementaux plus ou moins importants. Donc, le besoin de service ici, ça peut être une demande de mobilité, une demande d'énergie pour produire une certaine quantité de biens et services et se refléter ainsi dans tout le système. Donc, typiquement, un modèle de système énergétique va avoir ces 4 volets qui vont être décrits de façon plus ou moins complexe. Donc, j'ai de dire que c'est ce processus simple qu'on va essayer de modéliser d'une façon complexe. Mais vraiment, le cœur de la modélisation, c'est juste ça. Alors, pourquoi on va complexifier ce problème? Parce que si on l'écrit sous forme de facteurs multiplicatifs, le premier driver de ces impacts, ça va être la population.
Et à cette population, on pourra multiplier un besoin d'énergie par personne qui va dépendre et à ce besoin d'énergie, on peut associer une énergie par unité de besoin. Donc, on va être ici dans ces deux premières étapes-là. Quel est le besoin en matériaux, en ciment par personne et quelle est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une quantité unitaire de ce besoin-là. À partir de cette première série d'équations qui va nous donner l'énergie dont on a besoin, les autres facteurs multiplicatifs vont permettre d'avoir les émissions par unité d'énergie consommée. Donc ici, on va être plutôt sur les aspects plus de réduction d'émissions ou de contenu carbone des énergies utilisées. Et enfin, l'impact par type d'émission lorsqu'on est sur des systèmes qui ont beaucoup plus qui ont différents types d'impacts environnementaux qui sont considérés. Donc, ça, c'est la première étape. En pratique, les modèles vont permettre d'affiner cette question et la complexité des modèles va résulter du type d'équation ou du niveau de détail qu'on va aller chercher pour représenter ces briques. Donc, la première posture ici, c'est de voir les besoins et l'énergie finale comme effet de l'organisation des activités économiques. Donc ici, c'est un type de modèle où on va mettre en avant les unités monétaires, la population active, on va essayer de détailler les différents secteurs, les prix relatifs et donc la fiscalité, comme on l'avait évoqué. Donc ces modèles-là vont plutôt s'appuyer sur l'organisation et sur les tableaux entrées-sorties des pays, sur les statistiques macroéconomiques, pour essayer d'expliquer l'énergie comme une succession, comme je dirais, un effet secondaire de l'organisation de l'activité économique. Donc, le deuxième point de vue, qui est aussi concomitant ou qui est alternatif, c'est de plutôt décrire les besoins en énergie par l'univers technique mobilisé. Donc, quand je dis univers technique mobilisé, c'est le nombre de lampes, le type de lampe utilisé dans chaque secteur, leur efficacité énergétique. Donc, ce point de vue-là va mettre en avant le fait que l'énergie est finalement utilisée à travers des technologies, et donc connaître ces technologies et connaître leur évolution peut permettre de définir les quantités d'énergie finale dont le système aura besoin. Et ici, on va mettre en avant la diversité des technologies. On a parlé de technologies de cuisson propre, de différents types de moyens de production d'électricité. Donc, on va être plutôt ici une approche du type ingénieur. Donc, pour schématiser, cette approche est plutôt qualifiée de top-down et c'est une approche plutôt du type économiste. Et selon enfin, on va globaux impactés. Cycle de l'eau, cycle du carbone, l'évolution des émissions annuelles en concentration globale et des impacts environnementaux et des feedbacks. Donc, sur ce schéma, on va insister sur le fait que chaque équipe va avoir peut-être une dominante. Et donc, les approches plus physiques ou écosystémiques vont être plutôt sur des modèles d'impact. Ici, des économistes vont plutôt se retrouver là et les ingénieurs vont plutôt se retrouver dans ce type de modèle-là. Et donc, par rapport à notre première chaîne causale qui se trouve ici, voilà, on voulait insister sur le fait qu'il n'y a pas de modèle parfait, mais que ces modèles apportent une intention et cette intention va justifier des simplifications numériques retenues. Donc, dans les modèles, par exemple, macroéconomiques, on ne va pas distinguer les niveaux d'efficacité des lampes ou distinguer le type de solaire, est-ce qu'on est en solaire centralisé ou solaire décentralisé. On va être plutôt sur le PIB global. Et de même, dans les modèles technico-économiques, on ne va pas forcément distinguer l'évolution des termes de l'échange d'un pays ou
ou l'effet direct sur les mécanismes de redistribution à l'intérieur du pays. Donc, voilà, d'où l'idée que les modèles doivent avoir une sorte de simplicité, donc aussi simple que possible pour pouvoir être compréhensible et pouvoir être intelligible, et aussi complexe que nécessaire parce que ces différentes questions progressivement révèlent derrière une complexité forte, et c'est important de construire justement sur le long terme des approches de modélisation qui évoluent. Donc, c'est ce que nous faisons avec Mondia depuis plusieurs années, c'est de travailler d'abord sur des modèles plus simples et de les complexifier en fonction des questions et en fonction des données disponibles. Donc, voilà, j'espère que ce panorama pourra permettre à chacun des participants de situer un peu mieux les types de modèles. Et donc, vous pouvez retrouver aussi des appellations un peu plus compactes. Donc, on va parler de modèle top-down quand on va être plutôt de ce type de modèle bottom-up, et de modèles intégrés, donc Integrated Assessment Models, quand on va être plutôt sur des modèles qui simplifient chacune des étapes, mais qui essayent de capter toutes les phases de la chaîne causale. Donc, plus concrètement, pour l'Afrique, alors ce tableau qui est issu d'une publication faite par d'autres auteurs, hein, montre un peu le type de modèles qui ont été utilisés pour l'Afrique et le fait que seulement un faible nombre de pays a pu utiliser, a aujourd'hui une expérience, au moins une première expérience de mise en place de modèles de long terme. Et on retrouve LEAP, qui va être un modèle plutôt technologique et un modèle de simulation. Donc, je reviendrai un peu plus sur cet aspect. Donc, LEAP se retrouve ici. Et MedPro va aussi, qui n'est pas dans ce graphique, va être aussi un modèle de type modèle de simulation. Donc, dans les types de modèles, on a des donc bottom-up, top-down, comme on vient de le voir, des modèles d'optimisation ou des modèles de simulation. Un modèle de simulation va juste permettre de traduire un scénario qui est défini de façon externe, de façon exogène, et un modèle d'optimisation va identifier lui-même certaines valeurs optimales sur la trajectoire. Enfin, il y a énormément d'études nationales et moins d'études régionales. Et chaque pays développe un peu son approche personnelle. Et il y a une diversité des horizons de modélisation, mais ces modèles vont être utilisés plutôt pour le moyen et le long terme. Donc, sur ce premier aspect des modèles de prospective, j'espère que on a pu montrer un peu les grandes lignes de ce que c'est que la prospective et le rôle des modèles. Maintenant, je vais vous présenter une approche bottom-up simplifiée. Donc, je propose de continuer, sauf s'il y a des questions de compréhension urgentes ou de clarification sur ce qui a été dit pour les modèles. Alors, oui, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Donc, dans les scénarios qu'on trouve dans la littérature, on a ce pic de consommation de CO2 qui dit que, du coup, tous les choix énergétiques qui vont être faits après doivent être déjà sur des technologies plus propres. Donc, par exemple, une électrification basée sur des énergies renouvelables. Alors, dans le cas de la République démocratique du Congo, il y a cet énorme gisement hydraulique qui est un aspect très positif. Mais donc, pour toute la zone Moyen-Orient et Afrique, ça voudrait dire choisir des technologies non seulement pour des questions de rentabilité économique, mais aussi pour satisfaire cette contrainte qui est d'avancer vers un futur bas carbone. Donc, c'est ce qui se retrouvait aussi dans, je reviens,
dans l'évolution de l'énergie primaire. Donc oui, c'est une contrainte supplémentaire sur les systèmes énergétiques. Donc, comme je ne vois pas de demande spécifique sur cette partie, donc je vais illustrer une approche bottom-up simplifiée. Donc, dans une approche bottom-up simplifiée, comme on l'a vu, le but, ça va être de décrire l'univers technique disponible. Et donc, pour faire ça, on peut garder comme cadre conceptuel le fait que la demande en énergie va être liée au niveau de richesse des ménages et que dans cette demande en énergie, on va avoir différents appareils en fonction du niveau de richesse. Donc, des parcs, peut-être que des lampes solaires, des chargeurs, un ventilateur. Et plus le revenu du ménage augmente, plus la diversité des équipements utilisés croît. Et avec comme effet l'augmentation de la demande en énergie totale. Donc, sur ce cadre conceptuel qualitatif, on peut maintenant détailler différents équipements, donc téléviseurs et différents équipements. Donc, c'est une liste non exhaustive ici. Et pour chacun de ces équipements, détailler la puissance nécessaire, donc la puissance de marche et aussi la puissance de veille. Parce que la veille est continue. Donc, on peut avoir certains équipements, par exemple, les moins performants, qui vont consommer plus d'énergie lorsqu'ils ne marchent pas à cause de cette puissance de veille. Donc, typiquement, si vous utilisez un téléviseur 1 heure dans la journée et qu'il passe 23 heures en veille, la quantité d'énergie consommée pour la veille peut s'avérer importante. Donc, à partir de cette différence de puissance et pour chacun de ces équipements, on va pouvoir préciser la durée de chaque phase pour chaque équipement et préciser aussi le nombre d'équipements par ménage équipé. Donc, cette deuxième phase du processus là, que j'illustre, va permettre de dire on a un stock d'équipements qui fonctionne de telle manière et avec derrière ces équipements, donc la consommation d'énergie par unité de besoin. Donc, on va passer à un troisième tableau qui va être l'évolution dans le temps de l'efficacité énergétique de ces équipements. Et donc, dans cet exemple-là, je suppose qu'il y a 25% d'amélioration de l'efficacité énergétique pour l'ensemble des équipements. Donc, caractériser ces différentes dimensions va permettre de définir une projection, donc une approche comptable simplifiée qui va nous permettre juste par sommation de compter la quantité d'énergie dont on a besoin et les équipements qui sont responsables de cette consommation d'énergie. Donc, ici, je propose une pour la consommation résidentielle, donc en République démocratique du Congo. Pour cette reconstitution, nous sommes partis de la population totale, d'une hypothèse de taille de ménage qui va permettre de remonter au nombre de ménages. Lorsqu'on part de ce nombre de ménages, on peut y rajouter les taux d'équipement des ménages. Donc ici, on a choisi un peu ces paramètres de façon à trouver des ordres de grandeur. Et ici, une démarche statistique pourrait être de qualifier, ces sources, ces taux d'équipement. Et l'idée ici, c'est qu'avec ces paramètres, on arrive à avoir une consommation d'électricité des ménages qui est le bon ordre de grandeur par rapport à ce qu'on a trouvé dans les statistiques. Donc, avec à peu près 10% de taux d'équipement des ménages en téléviseur et une plus grande part de ménages qui a 3 points lumineux et 12% de ménages qui ont plusieurs points lumineux. Donc, si on arrive à reconstituer une demande d'énergie qui montre la part de l'éclairage, des réfrigérateurs et des télévisions dans la consommation des ménages. Lorsqu'on fait sur le long terme évoluer cette population, la population totale, et évoluer le taux d'équipement des ménages,
On arrive ainsi à caractériser avec cette approche comptable simplifiée une évolution, un scénario d'évolution de la consommation électrique résidentielle. Et ici, par exemple, ce que montre ce graphique, c'est qu'avec cette hypothèse d'amélioration de l'efficacité énergétique de 25%, on aura dans ce cadre-là, pour une multiplication de la population par à peu près 2,4 sur l'horizon, une multiplication par plus que 4 du besoin en électricité. Donc, voilà, c'est ce que permet une approche comptable simplifiée et va permettre d'identifier quels sont les équipements les plus responsables de cette consommation et en étendant la base de données d'équipements, permettre aux décideurs de définir quelques scénarios futurs. Donc, dans cette approche simplifiée, on peut aussi voir que, du coup, si on change maintenant les politiques d'amélioration de l'efficacité énergétique, donc ici, j'ai simplement supposé qu'on allait vers une amélioration de 50%, ce qui est largement faisable. Pour les ampoules, on peut par exemple descendre même à des améliorations de l'ordre de 75 à 80% de l'efficacité énergétique. Donc ici, c'est un déploiement limité des ampoules basse consommation et des LED. On peut, avec cette politique, donc si on passe de ce scénario à l'autre, voir que jouer sur l'efficacité énergétique permet, malgré l'augmentation de la population, d'avoir toujours un système qui est en forte expansion, mais de réduire la pression sur le système d'offres. Et ici, dans ce cadre simplifié et illustratif, on peut montrer avec ce type d'approche comptable que si la population est multipliée par 2,3, ben, la consommation d'énergie, la croissance de la consommation d'énergie peut être limitée à un facteur 3. Donc, l'idée de ce type de modélisation dans la chaîne causale que j'ai présentée tout à l'heure, c'est de voir que la connaissance du stock, du rendement du stock, permet de faire quelques projections avec une approche simplifiée et de donner déjà aux décideurs quelques pistes d'action concrètes pour le moyen et le long terme, et ici de combiner différentes perspectives qui sont l'évolution de la population et donc des conditions qui vont être plutôt dans la construction des scénarios, donc qui sont l'évolution de conditions de vie des ménages et l'évolution de leur taux d'équipement. Donc, voilà un peu rapidement illustrer cette approche comptable simplifiée. Donc, les modèles de simulation de type MED-PRO ou LEAP vont être des modèles de ce type, là, qui vont permettre de définir des facteurs d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'évaluer, donc de faire un bilan comptable des énergies utilisées. Donc, si on voit à l'heure des choix, pour essayer de synthétiser les différents types d'approches qui existent, donc, comme on vient de le voir là, une modélisation comptable est plutôt facile à prendre en main. Elle permet de décrire des futurs cohérents et elle permet aux décideurs d'avoir une première idée de l'évolution de son système. Alors, le point le plus difficile dans cette approche, c'est de qualifier les trajectoires futures et de justifier plutôt un scénario qu'un autre. Donc, on est plutôt dans des scénarios du possible. Alors, dans l'approche d'optimisation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir que toutes ces technologies sont en compétition et donc les modèles d'optimisation vont essayer de déterminer les parts de marché eux-mêmes et de réagir à des contraintes. Donc, la trajectoire, elle ne sera pas fixée à l'extérieur, elle va faire partie des résultats du modèle. Donc, ça, c'est ce que Gondia va vous présenter tout à l'heure lorsque on va considérer
l'évolution, enfin, lorsqu'on va travailler sur le secteur des transports. Et donc, comme on a vu, les modèles top-down, donc qui ne sont pas ceux qu'on va décrire dans cette session, vont s'appuyer plutôt sur une représentation macroéconomique et être beaucoup plus agrégés pour ce qui concerne la description du système énergétique. On va être plutôt sur l'intensité énergétique, donc combien de pétajoules on a besoin par unité de valeur ajoutée pour chacun des secteurs, et avoir une approche qui est plutôt beaucoup plus agrégée que celle qu'on propose de détailler ici. Donc, voilà pour l'essentiel de cette approche de modélisation prospective, pourquoi on pense qu'elle doit être plus largement mise en œuvre en Afrique et pour un premier exemple d'approche comptable. Voilà, je propose du coup de voir les différents commentaires. Oui, alors on a un commentaire intéressant justement qui nous dit que les taux d'équipement des ménages ne peuvent pas être pris en compte de la même manière par résidence en ville ou en campagne. Oui, exactement. Merci pour ce commentaire. Et je pense que Gondia voulait ajouter un élément de réponse à ça, mais je commencerai par dire qu'effectivement, l'intérêt d'une approche comptable, c'est que ce tableau-là peut être différencié par type de zone. Et donc, l'approche comptable, comme elle marche par sommation, les choix qui seront faits pour chacun des ménages permettront de remonter donc, au choix global. La difficulté ici est celle d'avoir accès à cette information et de la mettre qu'elle soit disponible. Nous n'avons pas trouvé des informations précises à cette échelle dans la première veille, exploration que nous avons menée, mais le principe de l'approche reste le même. Merci pour ce commentaire. Oui, Eddy, je voulais dire la même chose. En fait, je voulais Oui. l'écrire, mais comme tu y répondais en direct, donc j'ai préféré ne pas l'écrire, donc je t'ai laissé y répondre directement. D'accord, ok. Merci. Ok. Donc, s'il y a d'autres questions sur cette première phase avant de passer de faire une courte pause et de... On a une petite question, Eddy, Oui. de M. Soumaïla Goro. Oui, ok. Donc, la disponibilité des données historiques est une condition sine qua non. Alors, j'apporterai un premier élément de réponse et puis si tu veux compléter, Gondia aussi. Oui, alors, la disponibilité des données historiques est importante pour le décideur. Pourquoi? Parce que si je regarde, par exemple, ici, le scénario d'évolution des taux d'équipement des ménages, en effet, on pourrait le définir indépendamment de l'évolution passée. On pourrait décider de tester un scénario où dès 2030, on arrivera à 50% de taux d'équipement des ménages. Mais l'idée n'est pas de construire un scénario aléatoire et ces données historiques vont permettre de voir quelles sont les trajectoires socio-économiques qu'on va construire et pour quelles raisons. Par exemple, c'est aussi le cas pour l'évolution de la taille des ménages. Est-ce que cette évolution pourrait mener à une taille des ménages plus faible à cause de l'urbanisation et donc qui multiplierait le besoin en équipement des ménages? Donc, c'est dans ce sens-là que les données historiques vont être importantes pour valider ou pour faciliter la discussion. Parce qu'encore une fois, le modèle doit s'insérer dans ce processus d'échange, de discussion et être utile. Donc, je dirais que ce n'est pas un facteur limitant pour commencer à concevoir un modèle, mais lorsqu'on va essayer de l'appliquer, il faut s'assurer que
les données sur lesquelles on se base reflètent au moins les grandeurs quantitatives qui sont prises. Par exemple, là, on a reconstitué la consommation globale, mais il est clair que ces valeurs ne sont pas les vraies valeurs pour la République démocratique du Congo. Et ce travail-là est important et il est associé au travail statistique. Donc, alors, deuxième commentaire concernait le lien entre approche top-down et l'approche par optimisation dont il est question. Donc, Gondia vous présentera un exemple d'approche par optimisation. Donc, l'approche par optimisation, elle va être proche de... Voilà, donc en approche optimale ou comptable, on est toujours dans la caractérisation de l'univers technique, sauf que l'approche par optimisation va chercher la configuration optimale de toutes les technologies proposées. Donc, l'approche top-down ici, elle va être plutôt une approche macroéconomique et le lien qui est fait, je vous donnerai par exemple l'exemple d'un travail qu'on fait pour la Côte d'Ivoire, va être que l'approche top-down peut caractériser le besoin utile, la croissance des secteurs, elle peut servir à calibrer les demandes et l'approche bottom-up, donc d'optimisation, peut être après utilisée pour optimiser les choix technologiques. Donc, pour être plus précis, je pense que l'exemple du transport pourra permettre d'éclairer cette question. Sinon, on la garde et on y reviendra à la fin de la présentation, mais c'est une question importante. C'est comment établir les liens entre ces différentes approches. Il y a plusieurs passerelles possibles où l'approche, si on est plutôt du côté bottom-up, il y a des informations qu'on peut récupérer de l'approche top-down et inversement, une approche top-down donc macroéconomique qui est assez souple pourrait utiliser l'évolution des prix de l'énergie déterminée par rapport à une approche bottom-up dans ses fonctions de production. Mais ce lien n'est pas toujours possible en fonction du niveau d'agrégation de l'approche top-down. Donc, l'idée, c'est que chaque approche renseigne les éléments qui viennent de l'autre approche et qu'elle simplifie. J'espère que j'ai répondu à votre question, sinon on pourra y revenir. Donc, dans l'évolution de la taille des ménages, enfin, on va prendre cette dernière question et puis passer à la suite. Le plus... Oui. Oui, tout à fait. C'est exactement l'idée, c'est que là, j'ai choisi d'illustrer un effet qui serait celui de l'efficacité énergétique. Et justement, c'est ce que je précisais là, c'est qu'on peut faire des scénarios, soit sur l'évolution de la taille des ménages, et comme je n'avais pas de trajectoire historique, mais j'ai fait des tests en effet avec une taille de ménage qui descendait vers 4. Et donc, on remonte plutôt ici à une consommation qui serait plutôt supérieure à 8000 TWh. Mais l'idée de la méthode reste la même et en effet, on peut faire différents scénarios et donc discuter en amont de ce qui constitue le scénario le plus probable et lier, par exemple, peut-être cette taille de ménage à une hypothèse de PIB. Mais la relation est différente pour chaque pays. Et elle est différente aussi pour l'Afrique et pour le reste du monde. D'où le besoin de séries statistiques qui permettraient de calibrer l'évolution de la taille de ménage en fonction du PIB dans ce cas-là. Donc, voilà pour cette première présentation un peu de l'univers de la modélisation. Je passais un peu plus de temps sur le fonctionnement. J'espère que pour ceux qui avaient moins d'expérience de la modélisation prospective, ça a été utile. Sinon, vous pourrez nous faire un retour et on essaiera de préciser encore un peu plus certains aspects demain. Voilà. Et
merci pour cela. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à une courte pause justement avant de passer à l'exemple de modélisation systémique du secteur des transports. Donc, je propose là, s'il n'y a pas d'autres questions, d'avoir une pause. Donc, Arnaud, on fait une pause d'une dizaine de minutes. Parfait. Selon votre timing, mais oui, si c'est possible de couper maintenant. Je vous laisse dire aux participants à quelle heure vous voulez qu'ils se reconnectent. On dit à Gandia, on dit à 50, Oui. 55. Oui, on va essayer de présenter Oui. le transport dans ce temps imparti. Donc voilà, ok, pas de problème. Oui, c'est bon. Très bien, merci à tous et à dans 10 petites minutes alors.